Derrière la montagne habitent également des gens. Sois humble, tu n'as rien inventé ou pensé qui n'ait déjà été pensé ou inventé par d'autres. Et si cela t'arrivait, considère que c'est un présent qui te vient d'en haut et qu'il te faut le partager avec autrui. Bonjour à tous. Donc, nous y voilà. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous donner la formule permettant de déterminer pour un nombre pair quelconque combien, au minimum, on trouvera de couples de nombres premiers satisfaisant la conjecture de Goldbach. Autrement dit, de combien de manières différentes ce nombre pair pourra être exprimé comme étant la somme de deux nombres premiers. Attention, il s'agit bien d'un nombre minimum. Si vous testez la formule, dans environ un quart des cas, vous trouverez à peu de choses près ce nombre avec peut-être un excédent de une ou deux solutions. Mais souvent, il y en aura plus, et même souvent beaucoup plus. Car le nombre de solutions dépend à la fois de la grandeur du nombre pair considéré et de certaines de ses propriétés. Tout cela sera expliqué et détaillé dans l'exposé de la démonstration que vous découvrirez dans les prochains épisodes. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. Nous avons choisi D comme double pour exprimer un nombre pair quelconque supérieur à 4. I et I' pour des nombres impairs autres que 1, et P et P' pour des nombres premiers impairs. I et I' indice K entre parenthèses représentent un couple d'impairs dont la somme vaut D, et entre accolades l'ensemble de ces couples. Le hashtag représente le nombre d'éléments, dans le cas présent de couple, contenus dans l'ensemble considéré. Le même principe s'applique pour P, P' indice K. P indice N représente le nème des nombres premiers impairs dans l'ordre croissant. Donc P indice 1 égale 3, P indice 2 égale 5, P indice 5 égale 13, etc., etc. Q est un nombre rationnel qui peut donc s'écrire sous forme de fraction représentant une proportion. Et maintenant, la formule à laquelle aboutit la démonstration. Quel que soit le nombre pair D supérieur à 4, considérons l'ensemble des couples d'impairs, sans le 1, dont la somme vaut D. On y trouve toujours une série de couples dont les deux termes sont premiers. Ce nombre de couples de premiers est calculable. C'est une certaine proportion du nombre total de couples d'impairs dont la somme vaut D. Pour calculer cette proportion, Q, il convient d'abord de déterminer le plus grand nombre premier, P indice N, dont le carré soit inférieur ou égal à D-3. Cela étant fait, la démonstration, qui vous sera présentée ultérieurement, permet d'affirmer ceci. On considère les fractions dont le dénominateur est un nombre premier et dont le numérateur est ce nombre premier moins 2, et ce pour tous les nombres premiers de 3 à P indice N. La proportion Q ne peut être inférieure au produit de l'ensemble de ces fractions. Bon, c'est un peu compliqué à exprimer, mais en fait c'est assez simple à pratiquer. Voici un exemple. Prenons au hasard D égale 268. Il y aura 66 couples d'impairs dont la somme vaut 268, de 265 et 3, 263 et 5, etc., etc., jusqu'à 135 et 133. 265, soit D-3, est inférieur à 17 au carré, qui vaut 289. Le plus grand nombre premier qui nous intéresse sera donc 13. La formule nous dit que la proportion Q sera au moins égale à 11 treizièmes fois 9 onzièmes fois 5 septièmes fois 3 cinquièmes fois 1 tiers, donc 9 91e, soit environ 10%. Donc un minimum de 10% des 66 couples, soit au moins 7, seront constitués de deux nombres premiers. En cherchant un peu, on trouvera les 9 que vous découvrez. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Cette formule finale résulte donc d'une démonstration que j'ai déposée via un organisme officiel il y a déjà un bon moment et qui, comme promis, vous sera révélée à mesure de la réalisation des différents épisodes.
Hésitant sur quoi en faire, je l'ai gardée secrète pendant un certain temps et elle n'a donc pas été vérifiée. Il se pourrait qu'elle soit fausse ou incomplète ou qu'elle comporte des failles, encore que jusqu'à présent, de nombreux tests ne l'aient jamais démenti. Et puis je me suis rappelé le conseil de Schumann et j'ai décidé donc de la partager. La musique que vous avez entendue pendant l'exposé est celle du canon à la sixte des variations Goldberg de Bach. Elle n'a pas été choisie au hasard. En fait, elle symbolise d'une certaine manière cette formule que je vous ai donnée et je vous propose de découvrir pourquoi en la réécoutant sans être perturbé par mon verbiage mathématique. Et on se retrouve pour l'épisode 3.